Bonsoir à tous. Donc le titre de ma présentation, c'est donc les algues marines. Un nouvel Eldorado pour la Bretagne. Alors j'ai pris la précaution de, de mettre un point d'interrogation et puis on va discuter de ça. Donc comme l'a dit Michel, je viens de la station biologique de Roscoff. Donc c'est un laboratoire qui dépend du CNRS et également de la Sorbonne Université, qui avant s'appelait l'Université Quintin. Et c'est en fait notre 150e anniversaire. On a été créé en 1872 et on est en 2022. Donc, voilà. Et il se trouve qu'effectivement, on a eu 3 journées de colloques. Une première journée avec les institutionnels, et puis une deuxième journée, enfin les 2 dernières journées, donc qui se terminent aujourd'hui, avec des scientifiques de très haut niveau qui sont venus témoigner de l'attachement qu'ils ont à la station biologique de Roscoff, et je dois vous dire que ça fait très plaisir. Je vais peut-être mettre mes lunettes. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai envie de vous dire quelques mots quand même sur la station en tant que telle, parce que, bon, voilà, c'est pas tous les jours qu'on a 150 ans, donc je pense que ça vaut la peine que je passe un peu de temps pour raconter tout ça. Après, je vais donc effectivement essayer de vous faire partager ma passion pour les algues marines, mais du point de vue scientifique. Et puis ensuite, évidemment, alors là, vous serez peut-être un peu de mal à suivre, mais j'essaierai de ne pas être trop compliqué. Après, on va parler de la production et des utilisations des algues marines, et puis la conclusion, on va s'interroger sur le fait que c'est une ressource d'avenir pour la Bretagne. Et vous remarquerez sans doute que je n'ai pas mis de point d'interrogation cette fois. Voilà, donc comme je le disais, la station biologique de Roscoff est l'héritière directe de ce qu'on appelait le laboratoire de zoologie expérimentale, donc qui a été fondé en 1872 par le professeur Henri de Lacaze-Dutier, qui était de la Sorbonne à l'époque, et puis après c'est devenu l'Université de Paris, et puis bon bref, et puis c'est revenu Sorbonne Université. Donc voilà, professeur Henri de Lacaze-Dutier. Alors, les raisons du choix de Roscoff par Henri de Lacaze-Dutier, d'abord il y a une variété de fonds marins importante, c'est-à-dire qu'il y a soit du sable, soit des rochers, soit de la vase, soit des graviers, enfin beaucoup de choses. Et puis surtout il y a un très fort marnage, c'est-à-dire la différence entre les marées de vif eau et les marées de basse eau. Et donc tout ça contribue à faire ce qu'on appelle un hotspot. Alors Lacaze-Dutier aurait pas dit ça, mais un hotspot de la biodiversité. Et puis après il y avait des raisons un peu plus triviales. Donc les marées basses les marées basses de Vivo étaient en milieu de journée, ce qui permettait des récoltes et ensuite l'étude, parce qu'à l'époque, 1872, il n'y avait pas d'électricité à Roscoff. Et puis donc là, il y a eu une liaison ferroviaire dans les Paris, ce qui facilitait un peu les choses. Bon, un autre personnage clé de la station, c'est Georges Tessier, qui était, je crois qu'il était dans les forces françaises libres. Et il a été sous-directeur, puis directeur de la station de 1945 à 1951, pardon, il y a une erreur là. Directeur de la station de 1945 à 1971, c'est tout à fait juste. Et il a été aussi directeur général du CNRS de 1945 à 1950. À l'époque, on pouvait être les deux. Aujourd'hui, il y aura un petit conflit d'intérêts, mais ce n'était pas le cas à l'époque. Voilà. Et donc, évidemment, il a construit, vous voyez, un certain nombre de bâtiments. Les bâtiments de l'université avaient été construits par Henri de Lacaze-Dutier et ainsi de suite. Donc voilà, les directeurs de la station, je crois qu'on en est une dizaine aujourd'hui. Donc voilà, ceux que j'ai cités, c'est Henri de Lacaze-Dutier et puis Georges Tessier. Alors ils ont fait, à 4, ils ont fait 100 ans. Donc à l'époque, on mourait au travail, quoi, c'est clair. Alors, il y a une personne que j'aimerais citer ici, c'est le professeur Joseph Bergerat,
Pourquoi? Parce que donc, il a dirigé la station de 1971 à 1981. Et moi, il se trouve que je suis arrivé à la station en 1978. Donc, effectivement, ça a été mon directeur. Et puis, comment dire, je voulais développer de la biochimie, il m'a donné les moyens de le faire. Donc, voilà, j'en suis reconnaissant. Et puis après, il y a un certain nombre de gens, donc peu importe les noms. Donc moi-même de 2004 à 2018, et maintenant, c'est Catherine Moyen qui m'a succédé. Une de mes premières élèves, on va dire les choses comme ça. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une sorte de continuité, enfin il y a une continuité sur la manière dont les directeurs, et puis maintenant la directrice, voient les choses. Voient les choses du point de vue scientifique, du point de vue logistique. C'est, comment dire, c'est assez prenant en fait, la direction de la station biologique de Roscoff. Voilà, donc la station biologique aujourd'hui, nos principales thématiques de recherche sont donc, le fonctionnement des êtres vivants, l'évolution de la vie, je vais en parler un petit peu tout à l'heure, et puis le fonctionnement des écosystèmes marins, et puis alors ça c'est un peu plus récent, mais l'adaptation des organismes marins face aux changements globaux. Vous avez tous entendu parler, je suppose, du changement climatique, et ça, le changement climatique qui se traduit d'ailleurs par une acidification de l'eau de mer. Donc ça, évidemment, il faut qu'on voit comment les organismes marins et les écosystèmes peuvent y faire face, s'ils peuvent y faire face. Alors, on a des domaines plus, enfin des aspects plus finalisés, plus appliqués dans nos recherches. Donc, la mise au point de systèmes durables de production de bioressources marines, alors qu'elles soient microbiennes, végétales ou animales. Et puis, bien entendu, la recherche de molécules pour les applications dans divers domaines, mais bon, ceux qui nous intéressent le plus, c'est la nutrition santé humaine, animale ou végétale, la cosmétique, je reviendrai, la nutraceutique, etc. Je reviendrai dessus plus tard, à la fin. Alors, donc aujourd'hui, on n'est pas loin de 300 personnes travaillant à la station biologique. Je pense pouvoir dire qu'on est la première station marine en Europe par le nombre. Après, pas nécessairement par la qualité, mais je pense un peu connu quand même. Et donc aujourd'hui, on est sur 3 sites. Le campus historique, dont je vous ai montré des images tout à l'heure, mais également le Gulfstream, qui est un restaurant, je vous allez voir, et puis quelque chose où on s'est encore étendu, donc, au site du Labert. Alors voilà, je vous montre des images. Donc le campus historique, bon voilà, vous l'avez reconnu. L'hôtel-restaurant, le Gulfstream, bon, avec un nom comme ça, on ne pouvait pas ne pas l'acheter. Et puis le site du Labert, je reviendrai dessus tout à l'heure, parce que Labert, finalement, ça a quand même une signification également très maritime. Et je reviendrai là-dessus. Alors, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de la station biologique de Roscoff, il y a ce bouquin qui vient de sortir à l'occasion des 150 ans. J'en laisse un exemplaire à Michel. Alors, c'est embêtant parce que vous êtes obligé de venir à Saint-Paul ou à Roscoff pour l'acheter. Mais bon, je pense que ça vaut la peine. Voilà, donc alors, j'en arrive à la deuxième partie de cet exposé, donc les algues marines. Quels sont les intérêts pour la science des algues marines en général? Approchez-vous un peu. D'abord, il faut quand même savoir que les algues représentent la moitié de la production primaire, c'est-à-dire la moitié de la photosynthèse, etc. Sur Terre. Donc en dépit du fait que ça ne représente qu'un pour cent de la biomasse de chlorophylle, en tout cas le plancton, plus que les grandes algues, et bien finalement ça a quand même produit 50% de l'oxygène sur la Terre. Donc c'est important. Et donc il faut que vous sachiez que les algues sont présentes dans chaque goutte d'eau de la couche éclairée de l'océan. Donc la couche éclairée, c'est ce qu'on appelle la couche photique. Donc tout ce qui est éclairé dans les océans,
donc en gros ça va jusqu'à 50-100 mètres de profondeur, il y a des algues. Alors soit on appelle des microalgues pélagiques, donc on appelle, vous connaissez sans doute mieux sous le nom de phytoplancton. Alors il y a quelques macroalgues hein, qui sont pélagiques, puisque vous voyez les sargasses dans la mer des sargasses, ben, c'est des grandes algues, mais elles se débrouillent pour flotter, elles ont des flotteurs, et ça représente une biomasse importante. Et bien entendu, sur l'environnement côtier, donc c'est les macroalgues qu'on appelle benthiques. Alors benthiques, ça veut dire attaché sur le fond. Mais il y a aussi des microalgues benthiques, hein, qui sont également attachées sur le fond. Alors là, j'ai envie de vous donner, enfin, je vous donne une image satellite d'un bloom phytoplanctonique qui a eu lieu en juin 1999. Et ce bloom, il est représenté par une espèce de microalgue qu'on appelle coccolithophore, et qui, comment dire, et vous voyez, je pense que vous le voyez, c'est revêtu cette microalgue est revêtue d'un exosquelette calcaire. Et donc calcaire carbonate de calcium, et c'est ce qu'on voit en fait à partir du satellite là. Donc ça c'est un bloom vraiment impressionnant. Mais bon, donc ça se produit de temps en temps, assez souvent même. Et ça tout ça, ça a eu des conséquences sur la géologie des continents, parce qu'en fait, le calcaire, c'est ni plus ni moins que des microalgues qui sont transformées en calcaire en étant sur le fond, et puis ensuite qui sont remontées à la faveur d'un certain nombre de mouvements tectoniques. Voilà, alors à partir de là, je ne vais plus parler de microalgues, parce que ce n'est pas ma spécialité, mais je vais vous parler des macroalgues. Donc il se trouve que les écosystèmes côtiers, alors en particulier des mers froides et des mers tempérées, sont dominés par les laminaires. Donc les laminaires, vous voyez, il y a ici un stipe, une fronde, et puis comment dire, un crampon, un stipe et une fronde. Et donc en fait, ça constitue réellement des véritables forêts sous-marines, hein, avec donc la canopée, enfin lui, je pense que vous voyez la canopée, donc le feuillage, quoi, en gros, hein, et puis les troncs, et puis les racines, bon, qui ne sont pas les racines, mais qui sont des crampons. Oui, donc ce que je voulais dire, en fait, c'est que ces algues marines, bon, qui sont réparties différemment le long des strands, ben, elles façonnent les écosystèmes littoraux. Et là, je vous montre une autre image, parce que je la trouve jolie, tout simplement, qui a été également prise par un de nos plongeurs, par nos scientifiques, donc Yann Fontana. L'image précédente, si mes souvenirs sont exacts, avait été prise à l'île de Groix, et puis celle-ci est dans le parc marin de Lopez. Donc vous voyez que c'est vraiment des forêts avec les algues brunes qui dominent, et puis en dessous, il y a des algues rouges et des algues vertes. Deux de mes collègues, donc, Suzanne Loiseau-de-Guerre et Marie-Claude Noailles, ont édité un bouquin sur les algues de Roscoff. Alors, c'est pour vous mettre l'eau à la bouche, mais ça n'a pas aucun intérêt parce qu'il va d'abord c'était très beau, mais il est épuisé. Il y a plusieurs milliers d'exemplaires qui ont été vendus, et puis voilà, il est épuisé. Alors, par contre, un bouquin qui n'est pas épuisé, qui est du même auteur que cette personne-là, donc c'est sur le plancton. Donc, c'est beaucoup d'images, d'images de dessins de plancton. En fait, c'est la traduction d'un ouvrage japonais sur le plancton, mais ils l'ont traduit en français. Donc c'est par Fabrice Notte et Nicole Guillard. Nicole Guillard dirigeait parce qu'elle a pris sa retraite, la bibliothèque de la station, et les services d'édition de la station. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les algues marines rendent un certain nombre de services environnementaux. D'abord, en présence de lumière, elles pompent le carbone et elles fournissent de l'oxygène. Hein, c'est ce qu'on appelle la photosynthèse oxygène. Elles pompent aussi les nitrates, les phosphates, et donc ça leur permet de croître. On reviendra sur nitrates et phosphates, pour un phénomène que vous connaissez bien, enfin au moins avec ça.
Voilà. Mais justement, il se trouve que ça rend un certain nombre de services. D'abord, bon, de services de type qui permettent de réduire, en gros, il y a deux types de services essentiellement. Il y a la séquestration du carbone, parce qu'une partie de ce carbone tombe dans le fond des océans. Alors, puis ils en larguent, enfin, ces algues-là en relarguent beaucoup. Et enfin, il y a des aspects de type biorémédiation, parce que biorémédiation, si vous êtes capable de pomper les métaux lourds, vous pouvez éventuellement, enfin, vous pouvez, dans des cas un peu graves, comment dire, les stocker, et puis ensuite, voilà. Et parmi les métaux lourds fameux, il y a le strontium, et puis il y a le strontium, et donc, bon, voilà, ça vous donne une idée de ce qui a pu se passer quand Fukushima a débordé en mer, après l'explosion, voilà. Donc, les algues du Japon, à un moment, ont été très radioactives. Je voudrais vous faire réfléchir sur ce qu'on appelle, bon, l'apparition, mais surtout l'évolution de la vie sur la Terre. Alors, quand je dis sur la Terre en tant que planète, pas sur la Terre ferme. D'abord, bon, voilà, l'âge de la Terre, on l'estime à 4,55 milliards d'années. Bon, l'apparition de la vie a dissipé aux alentours de 4 milliards d'années. Et les premières choses qui sont apparues sont des bactéries. Bon, les bactéries, on situe leur origine à 3 milliards d'années, voire même un peu plus. Bon, c'est des bactéries qui sont retrouvées. Alors oui, tout ça, c'est sur la base de données fossiles. Donc en fait, on est capable de suivre l'étagement des strates, et donc on sait tout ça si vous trouvez des fossiles. Donc voilà, ici vous avez des bactéries fossiles. Les premiers eucaryotes sont apparus il y a 2 milliards d'années. Alors un eucaryote, c'est une cellule, enfin une cellule unicellulaire au départ, qui a son ADN dans des noyaux. Donc c'est le mot caryon ça veut dire noyau. Et donc c'est des vraies cellules, des cellules avec des vrais noyaux, eucaryotes. Mais, bon, 2 milliards d'années, c'est un bon début. Et les algues rouges elles-mêmes, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, sont apparues il y a 1,2 milliard d'années, 1200 millions d'années. Vous voyez ça, l'algue ancestrale, pardon, je montre l'algue rouge ancestrale, qui s'appelle Bangiomorpha. Et les animaux, toujours sur la base des données fossiles, ne sont apparus qu'il y a à peu près 600 millions d'années dans la mer. Quant aux plantes, en fait, les plantes terrestres, elles sont apparues au Cambrien, donc aux alentours de 540 millions d'années. Alors, vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle l'arbre de la vie. C'est quelque chose qui a été proposé par un savant allemand qui s'appelle Haeckel en 1866, juste après Darwin. Et donc, il considérait que la vie s'est diversifiée à partir d'un tronc commun, le tronc. Et puis après, ça s'est diversifié entre des animaux, des plantes, puis des choses qu'on appelait des protistes. Et une idée qui est très ancrée dans notre subconscient, c'est que cette idée divise le monde vivant entre animaux d'une part et végétaux d'autre part. Vous êtes d'accord avec ça? Non. Ah bon? Ah bah alors vous êtes éduqués. Parce que la plupart des gens pensent ça. Il y a les animaux d'un côté et il y a les végétaux de l'autre. Et en fait, comme je vais vous le montrer, c'est un peu plus compliqué que ça en réalité. Et donc, par exemple, si je compare si j'étudie les trois grands domaines de la vie eucaryote, il y a d'un côté, donc en bas à gauche, les animaux, les champignons, les amibes. Bon, c'est quelque chose qu'on appelle des unicombes, peu importe. C'est des choses qui ne font pas de photosynthèse, ou du moins quasiment jamais. Et puis, en haut à gauche, il y a ce qu'on appelle les archéplastidés, donc avec, je vais y revenir, mais ça veut dire avec des plastes qui sont anciens. Et là-dedans, vous trouvez des algues rouges primitives, qu'on appelle les glaucophytes, des algues rouges un peu plus évoluées, les algues vertes, et puis les plantes. Les algues vertes proviennent,
les plantes proviennent d'une lignée particulière d'algues vertes qu'on appelle les carophycées. Et puis il y a tout un grand domaine en haut à gauche, en haut à droite, pardon. Bon, peu importe les noms, mais qui sont donc ce qu'on appelle des chromalvéolés. Je reviendrai là-dessus. Et donc si je vous mets des images pour que vous y voyez un peu plus clair. Ah oui, d'abord, alors attendez, non, il faudrait le mettre comme ça. Donc voilà, algues rouges, plantes, algues vertes. Voilà. Et donc ce qu'il faut retenir finalement, c'est que les végétaux, donc tous les organismes photosynthétiques, qui sont donc pas des animaux, sont présents dans plusieurs lignées évolutives différentes. Ici, la lignée des archéplacidés, et ici, la lignée des chromalvéolés. Bon, c'est un peu surprenant. Il y a seulement 30 ans, en fait, 30 ou 40 ans maintenant, qu'on s'est aperçu de ça. Alors, c'est parce que dans notre capacité à séquencer les génomes ou à séquencer l'ADN au départ, eh bien, on les a apparentés, enfin, je y reviendrai, et ça nous a permis de montrer ça. Donc, par exemple, vous voyez, au départ, on considérait que les zoomycètes, la terminaison mycète veut dire en gros champignons, eh ben, c'est pas des champignons, ça n'a rien à voir avec les champignons, c'est des choses qui sont finalement pas très éloignées des diatomées et des algues. Alors, c'est un peu surprenant, et donc, en fait, comment on explique ça? Bien, le scénario le plus probable de l'origine et de l'évolution des végétaux, c'est qu'il y a eu deux endosymbioses. Une première endosymbiose qu'on qualifie de primaire et une deuxième endosymbiose qu'on qualifie de secondaire. L'endosymbiose primaire, eh bien, ça concerne une cyanobactérie qui a établi une endosymbiose avec un eucaryote non photosynthétique, puisqu'il n'avait pas de quoi faire de la photosynthèse. Et ça a donné naissance à des chloroplastes ancestraux. Il y a à peu près alors cette endosymbiose, on la retrace aux alentours de 1,5 milliard d'années. Bon, alors c'est à plus ou moins 100 millions d'années près, c'est clair. Mais bon, c'est ce qu'on... C'est toujours la même chose, c'est l'horloge moléculaire d'une part, peu importe, mais c'est aussi les datations fossiles. Et donc ça donne naissance à ce qu'on appelle les archéplacidés, avec les algues rouges, les algues vertes et les plantes terrestres. C'est pour ça que tout ça, c'est dans la même lignée dite des archéplacidés. Mais la vie ne s'est pas arrêtée là. Et donc, en fait, il y a eu une deuxième endosymbiose avec un eucaryote non photosynthétique, plus évolué ou du moins différent, donc qui a absorbé, qui a fait une endosymbiose avec une algue rouge, et donc ça a donné naissance à des chloroplastes qui sont très différents des archéplacidés, et c'est ça qui donne naissance aux algues brunes, aux cricophytes, aux dinoflagellés, peu importe, mais aux algues brunes, ça c'est ce qui m'intéresse, donc je vais vous en parler. Alors ça s'est produit pas trop longtemps après, 200 millions d'années après. Voilà. J'espère que vous continuez à suivre. Vous continuez? Ah, ben ça va. Parce que là, j'ai fait le plus dur. Ah non, peut-être pas, il reste un truc. Ouais. Okay. Voilà, alors en fait, donc ça, c'est des choses qu'on a apprises, je dis, il y a 30 ans, 30 ans, 40 ans, quoi. Non, 40, ouais, non, 30 ans. Avant, on ne connaissait pas grand-chose. Enfin, pour nous, les algues et les végétaux, les algues et les plantes, c'était la même chose. Du coup, comme beaucoup de gens travaillaient sur les plantes, finalement, on ne voyait pas trop l'intérêt de travailler sur les algues. Il y avait les plantes supérieures d'un côté et les plantes inférieures de l'autre, avec la conséquence que quand on travaillait sur les algues, on n'était pas loin d'être un scientifique inférieur. En réalité, je pense que ça a beaucoup évolué. Alors, en termes d'évolution, je crois que je vais vous présenter cette diapo, puis après j'arrêterai. Donc, l'étude des apparentements des génomes, enfin des gènes d'abord, et puis ensuite des génomes, puisque maintenant on dispose de génomes entiers, d'algues brunes, d'algues rouges, etc., permet finalement de retracer l'histoire évolutive. Alors, je m'intéresse à une ligne en particulier maintenant, c'est la lignée des algues brunes.
Donc au départ, l'ancêtre commun eucaryote, bon, il y a à peu près 2 milliards d'années, bah, c'était des cellules isolées, isolées avec une petite matrice extracellulaire, mais sans grand, qui n'était pas solide du tout. Et puis ensuite, il y a eu l'endosymbiose, donc secondaire, hein, avec une algue rouge, qui a amené la capacité à faire de la cellulose. Et donc ça donne naissance à des choses, des éléments un peu plus rigides hein, à l'extérieur de la cellule, et ça permet par exemple de faire des filaments. Voilà, la cellulose permet de contenir un peu plus les cellules. Mais ce qui est très marrant, c'est que comment dire, il y a eu ce qu'on appelle un transfert latéral qui a fait que, donc à partir des actinobactéries, qui a fait que les algues brunes actuelles ont acquis la capacité de faire des alginates. Je reviendrai sur les alginates tout à l'heure, mais et donc ça donne naissance à des choses qui sont beaucoup plus complexes. Enfin, ça donne naissance à ce qu'on appelle la multicellularité complexe, peu importe, c'est notre jargon, mais quelque part, les algues brunes d'aujourd'hui, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, hein, par exemple, quand vous voyez les grandes laminaires de 5-6 mètres de long, ben, voilà, c'est bourré d'alginates. Donc ça donne des choses qui sont beaucoup plus grandes, et même, quelque chose qui peut être très grand, hein, qui peut faire des 60 mètres de long, c'est des choses des algues qu'on appelle macrocystis, qu'on trouve dans le Pacifique. Voilà, donc là, je pense que vous avez assez souffert. Et donc, je vous propose des choses qui sont intuitivement plus faciles. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai, mais bon. Je vais vous parler de la production, de la manière dont on produit les algues et des utilisations qu'on peut en faire. Alors, comment dire il faut que vous sachiez que, les algues, il y a plusieurs types d'applications, mais il y a une application en particulier, c'est les algues qu'on mange, les algues alimentaires. Et en Asie, ça fait plusieurs siècles que les Japonais, c'est les premiers qui l'ont mis au point, savent cultiver les algues. Alors au début, c'était très artisanal, on savait que quand on mettait des branchages, eh bien, les algues s'accrochaient et puis pouvaient pousser un peu plus loin. Mais bon, aujourd'hui, même si ça c'est plus ancien que ça, mais aujourd'hui on cultive carrément les algues en mer. Je suppose que, je ne sais pas si vous le savez, en tout cas au Japon c'est très classique. Ça fait plusieurs dizaines d'années qu'ils font ça, et ça donne naissance à ce qu'on appelle des choses, vous avez peut-être entendu parler, du porphyrin, ça s'appelle le nori. Si certains d'entre vous est allé au restaurant japonais, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup à Lannion, mais en tout cas à Saint-Paul, il n'y en a pas. Et vous avez peut-être déjà mangé des makis. Voilà. Ce qui entoure le maki, c'est une algue rouge qui s'appelle porphyrin. Alors, tout ça c'était un peu empirique, mais depuis, il y a une dame. Alors, j'ai mis Elisabeth, mais je me suis trompé de prénom, c'est Catherine. Désolé. Donc, une Catherine Drew Baker, en 1954, a décrypté le cycle de porphyrin. Ce qu'on appelle le cycle de vie de porphyrin. Et elle a en particulier montré que, une algue filamenteuse qui s'appelait Conchocelis, qui continue de s'appeler Conchocelis, et qui a besoin de calcaire pour se développer, donc c'est des filaments microscopiques, eh bien sont capables ensuite par émission de spores de donner naissance à une algue, une algue entière, donc porphyra, et donc voilà ce que c'est, le porphyrin. Et donc ça, j'ai représenté, quand je dis j'ai, c'est pas moi, j'ai représenté des
culture de Conconcelis, je crois que c'est dans des moules. Voilà, l'image. Alors, il se trouve que donc cette dame, Catherine, pas Elisabeth, Catherine Drew, on dit qu'elle a sa statue à Tokyo. Tellement elle a eu un rôle important dans le développement des cultures de Porphyra. Bon, je ne suis pas allé vérifier, hein, surtout que Tokyo c'est une grande ville, donc, mais voilà, en tout cas c'est ce qu'on dit. Alors, il se trouve que, oui, donc voilà, hein, donc des cultures de Concocelis, hein, bon, bref, c'est des tétrasporophytes de Porphyra, donc sur des coquilles de moules, donc il y a des écloseries extrêmement importantes au Japon, et puis ensuite ça donne effectivement les choses qu'on a vues tout à l'heure. Donc ça c'est le Japon, c'est l'Asie, c'est le Japon, Corée, Chine. Alors il se trouve qu'en France, non pas en France, en Europe, on a commencé à faire des choses un peu du même type. Donc là je vous montre des dias qui m'ont été prêtés par une collègue qui s'appelle Helena Arburu au Portugal. Donc c'est, comment dire, c'est une entreprise qui s'appelle Alga Plus. Donc là vous voyez un petit Porphyra, hein. Bon, c'est assez joli. Mais là ensuite, donc là vous avez les écloseries ici, en haut à gauche, pardon. Et là vous avez donc une vue aérienne des bassins. Donc avec des bassins où on cultive du poisson, des poissons, et puis ensuite de manière des petits bassins où on est capable de, enfin où on élève, où Hélène élève ces Porphyra. Ce qui est intéressant, c'est que les poissons produisent beaucoup d'azote et Porphyra a besoin d'azote pour vivre. Donc là, c'est ce qu'on appelle une... Voilà, alors il y a un pompage dans le bassin à poissons, et puis ensuite c'est redistribué dans les différents bassins de Porphyra. Donc là, vous voyez tout de suite la notion qu'on peut faire de ce qu'on appelle de l'aquaculture multitrophique. Bon, c'est-à-dire qu'en gros, les algues vont pomper l'azote, et oui, l'azote essentiellement, hein, des productions animales. Ça vous rappelle quelque chose? Okay. Alors, là je vous montre le cycle des laminaires, tel qu'il a été décrit par un monsieur qui s'appelait Camille Sauvageau, donc entre 1918 et 1922, mais peu importe. Et ce monsieur travaillait à la station biologique de Roscoff. Alors, ce qui se passe, c'est que la laminaire que vous reconnaissez, c'est ce qu'on appelle un sporophyte. Bon, voilà, ça c'est un peu chimique ce que je suis en train de dire, mais ça passe par des éléments de type microscopique qu'on appelle des gamétophytes, mâle ou femelle, et puis ensuite il y a fusion des gamètes, et donc on arrive à reproduire le cycle. Donc ça a été trouvé par M. Sauvageau. Et ça a donné naissance à la culture d'une algue qui s'appelle maintenant Saccharina japonica. Dans le temps, ça s'appelait Laminaria japonica, en Chine, mais c'est également au Japon et en Corée. Et je ne pense pas que Camille Sauvageau ait sa statue à Pékin. C'est bien dommage. Voilà, alors on fait la même chose en Europe, enfin on commence à faire la même chose en Europe, hein. Vous allez voir, les échelles n'ont rien à voir. Donc là, c'est donc des gamétophytes filamenteux de Saccharina latissima. Alors, Saccharina latissima, c'est une espèce qu'on appelait avant Laminaria saccharina, mais bon, peu importe. Les phycologues aiment bien changer de nom comme ça. Je crois que les botanistes en général sont voilà. Pas que les botanistes. Voilà. Et puis ensuite, donc, vous voyez, il y a ça, c'est des jeunes laminariales. Ça, c'est quelque chose qui est une image que j'ai empruntée à Civil Aquaculture à Saint-Malo. Donc là, ça veut dire que les cordes commencent à produire des choses, des cordes qu'on met en mer. Hein. Et bon, là, on peut même aller plus loin, hein, c'est-à-dire. Donc ça, c'est quelque chose qui est une dia qui est empruntée à Ocean Rainforest. Donc c'est une comment dire.
quelque chose qui... Enfin, c'est aux îles Féroé. Et enfin, là j'ai parlé donc d'abord d'algues rouges, porphyra, je viens de parler d'algues brunes, et puis il y a d'autres techniques, enfin d'autres algues qui sont du genre qu'on appelle Euchema, Capaphycus, qui sont beaucoup cultivées en Indonésie, aux Philippines et en Afrique. Et donc là, vous voyez, alors c'est des algues qui sont bouturées. Voilà, c'est pas très compliqué. Bon, le cycle de reproduction sexuée est connu, mais c'est pas de la production par reproduction sexuée, donc c'est du bouturage. Donc voilà, on plante des choses autour de cornes. Donc là, vous avez quelque chose, je crois que c'est en Philippines, là c'est à Zanzibar. Et puis au bout d'un certain temps, donc là ça se développe. Et puis au bout d'un certain temps, vous êtes capable de les créer. Donc j'ai pris ça d'une présentation faite par un de mes collègues qui s'appelle Philippe Potin, j'y reviendrai. Là, on n'est pas en France, hein. On est soit en Indonésie, soit aux Philippines, soit en Afrique. Alors, la culture des algues dans le monde, l'essentiel est fait en Asie, quoi. Hein, il y a, bon, là, vous voyez, 30 millions de tonnes par an, bon, là, maintenant, on est à 34-35. On peut dire, bon, d'abord, la culture augmente, hein, elle augmente de manière exponentielle. Voilà. Et en Europe, il n'y a quasiment rien. Enfin, il y a quelques milliers de tonnes, mais pas beaucoup plus, quoi. Donc c'est... Bon, j'y reviendrai. Et donc vous êtes capable de lire les... Enfin, peut-être pas, je me rends pas compte. Si, vous êtes capable de lire. Ouais. Donc voilà, l'espèce la plus cultivée, c'est Saccharina japonica. Ensuite, il y a des algues rouges du type Euchema. Et puis des algues rouges du type Rancidaria. On revient à une algue brune qui s'appelle Ondaria. Et puis le nori, donc porphyra. Bon, il y a 2 millions de tonnes seulement, mais ça a une valeur sur le marché qui est extrêmement forte, parce que c'est très très apprécié, le nori dans la cuisine japonaise. Donc, grosso modo, pour ce qui est de l'Europe, l'industrie des algues, c'est un marché d'à peu près 1 milliard d'euros, et l'essentiel de ce marché, c'est ce qu'on appelle la production de colloïdes, donc de phycocolloïdes, colloïdes extraits des algues, donc phycocolloïdes. Donc essentiellement des alginates, des agares et des carragénanes. Bon, je ne suis pas certain que ce soit nécessaire que vous reteniez la structure des alginates. Ce qui est intéressant, c'est que les alginates sont capables de faire des gels très forts en présence de calcium. Et donc là, je montre l'entreprise Algaia à l'Anilis. Bon, j'ai emprunté ces images. Il y a une autre entreprise importante de production d'alginates, mais cette fois à Landerneau, à la forêt Landerneau, qui s'appelle JRS maintenant. Et donc, on peut s'enorgueillir d'avoir le premier port goémonier en Europe, à l'Anilis. Bon, mais on peut s'enorgueillir de ça, sauf que l'essentiel de ces récoltes sont faites à partir des populations naturelles. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas vraiment durables. Donc en fait, la production est limitée à 70 000 tonnes au total, donc à comparer avec les millions de tonnes qui se trouvent en Asie. Production totale, 34 millions de tonnes, récolte à partir des populations naturelles, 70 millions de tonnes ici. Au total, c'est peut-être 400 ou 500 millions de tonnes entre la Norvège et la Norvège essentiellement. Mais c'est pas... ça permet de faire tourner les usines, certes, mais c'est peut-être pas très satisfaisant sur le long terme. Donc voilà, je présente l'état de l'industrie des algues. Je suis désolé, quelques dialectes en anglais. En gros, l'industrie des algues en France, c'est aux alentours de 400 millions d'euros, 500 millions d'euros. Donc vous voyez, on n'est pas trop mauvais en Europe, hein, on est même plutôt bon. Hein. Mais voilà, ça emploie quand même 2000 personnes directement, 2000 emplois directs. Et puis bon, voilà, les revenus que ça génère, c'est 400 millions d'euros. Alors l'essentiel de cette production est destiné aux industries cosmétiques. Il y a aussi des importations. Hein.
soit du Chili, soit de la Philippine, etc. Donc, tout n'est pas récolté en France. Et vous voyez que l'essentiel des récoltes se font en Bretagne. Voilà. Donc, la question qu'on va se poser maintenant, c'est est-ce que les algues sont une ressource d'avenir? Moi, je le crois. Alors, effectivement, donc Michel a parlé de... Bon, on peut quand même se repencher en arrière et sur l'historique de l'utilisation des algues, alors les brunes, hein, en Bretagne. Bon, au départ, effectivement, sous Colbert, bon, on produisait de la soude, donc ça s'appelait de la soude, en réalité c'est de la potasse, mais peu importe, essentiellement pour de la production de verre, ça rentrait dans la fabrication du verre. Donc voilà, mais pour faire ça, il faut brûler les choses. Ce qui est intéressant, enfin c'est les minéraux simplement qui intéressent. Donc bon, je ne sais pas s'il y a des foies à Ruimont ici, sans doute que oui. D'accord. Bon, pas dans le Finistère, il y en a beaucoup. Mais en 1811, donc, il y a la découverte de l'iode dans les cendres d'algues marines par un monsieur qui s'appelait Bernard Courtois, oui. Je ne sais pas sur le prénom, peut-être Bertrand. 1811. Et donc, à part ça, c'était en pleine guerre napoléonienne. Et quand on s'est aperçu que l'iode était un très puissant antiseptique, là, ça a lancé la production de manière extrêmement grande. Et puis il y a eu une troisième révolution, enfin une deuxième révolution, soude, iode, et puis une révolution qui s'appelle les alginates, et comment dire, en gros à partir des années 50-60, où les algues ont été... Alors, il y a deux choses qui ont joué. Hein. Les alginates, c'est des choses qui ont été beaucoup utilisées dans les... sont toujours beaucoup utilisées dans les industries agroalimentaires. Et puis il y a comment dire, l'intervention de... Enfin, la mise au point de techniques de récolte, d'engins de récolte qu'on appelle des Scooby-Doo mécaniques, peu importe, qui ont permis d'élargir la production. Mais ça reste quand même aux alentours de 70 000 tonnes. Hein. Voilà, donc ça c'est le passé. Enfin, c'est toujours actuel, hein, la production de... Aujourd'hui, on fait plus de soude, plus d'iode. Par contre, on continue évidemment de produire des aliments. Et donc là, je viens un peu sur des aspects plus personnels. Il se trouve que moi, j'ai beaucoup collaboré avec les laboratoires Guémard à Saint-Malo. Et donc, ces laboratoires produisaient des extraits d'algues marines, donc essentiellement à partir d'Ascophyllum nodosum, en tant que biostimulant. Et donc, en fait, alors, ça favorisait la croissance. Et deux, ça avait des effets positifs sur la résistance aux maladies des plantes. Et, bon, avec un collègue, Jean-Claude Divin, on s'est interrogé sur quels étaient les principes actifs des spécialités de Guémard. Et donc, en fait, on s'est posé assez vite la question de savoir si c'était des stimulants de défense naturelle des plantes. Je pourrais vous parler d'une bonne heure de ça, mais ça vous embêterait un peu. Donc voilà, vous êtes obligé de me croire sur parole, parce que en fait, oui, ce sont des biostimulants, des stimulants de défense naturelle des plantes, et finalement, on a mis sur le marché un produit qui d'abord s'est appelé Iodus 40, et puis qui s'appelle maintenant Vaxiplant, bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc ça quand même, c'est un produit qui a été effectivement agréé par la Commission européenne dès 2005. Donc ça, c'est protection des plantes. Voilà, alors là, ça doit vous dire quelque chose de l'image en haut à gauche. Hein. Donc je travaille aussi avec, enfin j'ai travaillé, je continue de travailler avec un groupe qui s'appelle Amadeic, donc dans lequel il y a qui contient une société Olmix, donc c'est un holding, et puis la société c'est Olmix. On a travaillé en fait grâce à un programme financé par la Banque publique d'investissement, donc la Banque d'État, qui s'est appelé AlgoLife. Et là, on a réellement montré que certaines des molécules, en particulier les uvanes, donc les molécules extraites des uves,
sont capables de stimuler les résistances chez les animaux. Il y a des gens qui s'intéressent à l'homme, mais bon, je peux pas vous en parler trop. Mais donc voilà, d'où l'utilisation dans les élevages pour stimuler les défenses des animaux. Alors, inutile de vous dire que je m'attends à une question là-dessus. Voilà, donc en fait, les nouvelles utilisations de la biomasse algale, elles sont nombreuses. Parce qu'on peut faire soit des biomolécules, soit des biomatériaux. Donc je vais laisser un peu de côté les biomatériaux, quoique non, je commence par les biomatériaux en fait. Non, pardon. Je reviens aux algues alimentaires. Bon, ça c'est c'est des choses qui sont connues depuis longtemps, en particulier qui existent depuis longtemps en Asie. Donc là, je vous ai amené des échantillons que j'ai obtenus, qu'on m'a donné à l'occasion du 150e anniversaire de la station biologique de Roscoff. Donc, je ne les ai même pas achetés. Voilà, donc je voulais jeter un peu. Mais bon, je me dis, il y a beaucoup de choses comme ça en France. Enfin, j'imagine aussi, également dans les Côtes d'Armor. Alors après, il y a d'autres faire ce qu'on appelle des emballages. Par exemple, il y a une entreprise qui s'appelle, alors j'ai oublié, je ne sais pas si c'est un lieu ou c'est un anneau qui s'appelle Algopac, donc il a changé de nom, mais voilà, donc des emballages un peu alimentaires. Donc là, je vais apporter ça c'est de l'huile d'olive en fait, qui est dans un gel lagineux. Voilà, donc il ne faut pas grand chose pour. Il n'y a pas de bouchon à la bouche. Et puis, comme je viens d'en parler, il y a la nutrition santé animale et végétale, donc élevage d'une part et culture agronomique d'autre part. Mais il y a également pas mal de choses qui sont basées sur, comme y a fait allusion Michel, sur des activités biologiques, donc du coup qui peuvent donner naissance à des applications dans le domaine de la santé et du bien-être. Bon, par exemple, la nutraceutique, donc ce qu'on appelle les compléments alimentaires, j'y reviendrai, la cosmétique et la thalassothérapie, et puis même, à la limite, jusqu'en pharmacie, là c'est un produit qui s'appelle Gaviscon, c'est tout simplement de l'alginate de sodium. J'ai eu l'occasion de vous parler de l'extension de la station, et donc voilà, je reviens au site du centre historique, le Gulfstream. Là, il y a un centre héliomarin, et puis il se trouve qu'ils ont fait un hôtel de recherche, voilà. Et puis le site du Laber. Alors, le mot Aber, vous savez ce que c'est? C'est une vallée maritime envahie par la mer. Donc une vallée maritime, c'est une vallée bleue. Donc en anglais, c'est Blue Valley. Et vous savez aussi que Silicon Valley, par exemple, le mot Valley veut bien dire quelque chose de parc scientifique important. Enfin, quand il parc, c'est devenu un sacré parc. Et donc, quelque part, avec ce parc scientifique, on veut signifier, que ce qui nous intéresse, c'est de développer la biologie, pour l'essentiel, autour de la mer. Et puis, on veut faire ça avec des entreprises qui sont de plus en plus technologiques. Voilà, donc j'ai beaucoup milité pour ça pendant que j'étais directeur. Et puis maintenant que je suis plus directeur, c'est plus ma responsabilité. Mais je me suis dit aussi, plutôt que de prêcher, j'ai beaucoup prêché. Peut-être qu'il vaut mieux faire, tout simplement. Et donc je vais vous parler un petit peu de l'entreprise qu'on est en train de développer, donc qui s'appelle Aber Actives. Donc ce qu'on veut faire, donc avec deux collègues, Robert Larocque et Bernard Michel, on veut donc ça s'appelle bioraffiner les algues marines. Alors on vise les marchés de la nutraceutique et de la cosmétique, mais il y en a d'autres. Donc le principe en fait c'est celui-là. Le contexte, en fait, c'est que les algues marines sont très riches en polysaccharides, et il se trouve que
contrairement aux plantes, les biopolymères des algues présentent de fortes similarités de structure avec les molécules équivalentes chez les animaux. Ce qui n'est pas le cas des plantes. Donc, bon, en gros, pour donner quelques précisions, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des chaînes de sucre sulfatées, avec des groupements sulfates. Et donc nous, on s'est dit, ben voilà, pour préparer ces ingrédients, on propose une rupture technologique qui est donc le cracking. J'imagine que vous voyez l'image, hein, enfin le lien avec la pétrochimie, mais ce n'est pas du tout de la pétrochimie, c'est du cracking biologique. Donc à l'aide des algues, donc à l'aide d'enzymes spécifiques qui sont spécifiques de la dégradation des chaînes de sucre. Alors il se trouve que, bon, on ne pouvait pas ne pas se lancer là-dedans parce que on a quand même beaucoup d'actifs à faire valoir. Bon, on est incubé à la station biologique de Roscoff, c'est pas mal. On dispose en fait d'un laboratoire de transfert technologique qui est donc dédié à la recherche et au développement. On a accès à privilégié à un vaste catalogue d'enzymes et de bactéries. Bon, c'est les bactéries qui font les enzymes en fait. Donc ils sont spécialisés dans la bioconversion des polysaccharides des algues, des chaînes de carbone des algues. On a identifié un certain nombre d'enzymes et de bactéries clés pour nos procédés. Certains de ces procédés, on a des licences exclusives avec. Est-ce que Hervé Le Day était dans la salle? Hervé, si t'es là, lève le bras. Non, il n'est pas là. Bon, il m'a dit qu'il viendrait. Vous connaissez Hervé Le Day? SATT West Valorisation. Voilà, bref, on a des licences exclusives pour des enzymes clés, donc des brevets qui sont soit CNRS, soit Sorbonne Université, enfin c'est surtout CNRS en fait. Donc 3 de ces enzymes sont déjà partiellement pré-industrialisées, c'est-à-dire produits dans des vecteurs qui font que ça produit beaucoup. Et on a quand même évidemment un savoir-faire spécifique pour le traitement de la biomasse algale. Il est clair que travailler à partir des plantes, c'est pas la même chose que travailler à partir des algues. Donc notre modèle économique, c'est le suivant. On est un fabricant d'ingrédients marins de 4e génération. Alors 4e génération, c'est une petite facétie de ma part. C'est 1G, 2G, 3G, 4G. On n'est pas jusqu'à 5G. Donc les marchés visés, donc c'est la nutraceutique, la cosmétique. L'idée, c'est de vendre des ingrédients à des entreprises, donc en B2B, mais certainement pas d'aller vers la distribution pour l'instant. Et puis il y a d'autres marchés potentiels, les biostimulants et agents de biocontrôle pour l'agriculture, la nutrition santé animale et la pharmacie. Voilà, et donc on espère en fait que, puisque l'aquaculture d'algues se développe en Bretagne, on pense qu'on est capable de contribuer à la chaîne de valeur, donc production primaire, transformation, distribution, en apportant des techniques particulières de transformation et même de biotransformation des algues. Aléor, c'est dans le coin, hein, on est bien d'accord. Ouais, alors c'est ça que je fais Aléor, mais je crois que ça a été racheté par l'évolution. Voilà, alors, la culture, bon, comme je l'ai dit, je pense que c'est très important. En tout cas, si on veut aller beaucoup plus loin dans la production des algues. Mais bon, la culture, c'est quand même soumis à un certain nombre d'aléas, et en particulier, il y a des maladies qui sont capables d'attaquer les algues, soit à partir de bactéries, soit à partir de virus. Et puis, il y a des brouteurs qui aiment beaucoup les laminaires. Brouteurs, enfin, là, qui aiment beaucoup les algues en général, et en l'occurrence, ça, c'est des brouteurs, qui sont présents sur les laminaires. Donc, vous voyez, Patella pellucida, donc on l'appelle aussi alcyon. Donc il y a un brouteur spécifique de Laminaria digitata, que personnellement je trouve très joli. Il y a quelqu'un qui a dit que ça ressemblait à une coccinelle de mer. Bon, je lui laisse sa responsabilité. Et puis il y a d'autres problèmes, c'est-à-dire que quand on fait des cultures à grande échelle, petite ou grande échelle, et surtout si on introduit des espèces
par exemple des espèces de type wakame, enfin là c'est pas du wakame, c'est de la minérien, mais bon, il y a des risques de pollution génétique. Alors il se trouve que nous, à Roscoff, on marche sur deux jambes, on marche sur les aspects culture, mais on est également très, très fort en génétique, et en particulier en ce qu'on appelle en génétique des populations, donc on est capable de je pense qu'on est capable de maîtriser ces défis. Aussi bien pour les maladies que pour les pollutions génétiques. En particulier, on va certainement pas introduire des espèces, on va prendre à partir, enfin des espèces, ni même des cultivars, hein, on va travailler à partir de la biodiversité locale. Voilà, donc, j'en arrive à ma conclusion. Bon, les macroalgues, c'est une ressource quand même très abondante en Bretagne. Bon, d'abord, c'est un des plus grands gisements Europe, enfin, du monde, unique en Europe. Hein, il y a quand même 800 espèces de macroalgues. Alors, ce n'est pas 800 espèces qui sont très abondantes, mais bon, voilà. Alors ça, c'est lié, comme je l'ai dit au départ, au fait qu'il y a des fonds rocheux sur lesquels les algues peuvent s'accrocher et résister donc, aux tempêtes. Il y a l'amplitude des marées, il y a un brassage très fort des eaux, en particulier de la Manche. Et puis il y a des températures adaptées. Hein. Les algues, enfin en tout cas les algues de nos régions, enfin les mers tempérées, elles aiment bien le froid. Enfin le froid. 18 degrés, c'est pas froid. À Roscoff, c'est à peu près la température qu'il fait en été. Enfin, un peu de mer. Voilà, et puis il y a un certain nombre de choses qu'on peut valoriser, soit soit les marées vertes, soit les marées rouges, soit des algues récoltées à partir des populations naturelles, soit des algues qui sont précisément des marées rouges, ou cultivées, mais il y en a assez peu chez nous. Hein. Et donc j'en arrive à ma conclusion, je pense, voilà. Donc je pense, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais on peut en débattre, je pense que les algues marines, c'est bien une ressource d'avenir pour la Bretagne. Donc j'ai essayé de vous montrer que les algues marines représentent une bioressource d'intérêt avec des utilisations très variées en agriculture, en alimentation, en bien-être et santé végétale et animale, y compris chez l'homme. Et puis la Bretagne dispose de nombreux atouts pour exploiter ces lignées végétales, notamment en matière de recherche. Voilà, il y a beaucoup de laboratoires de recherche autour des algues, entre l'IFREMER, l'Université de Brest, la station de Roscoff, le CEVA, et même l'Université de Rennes sur la partie chimie, chimie des sucres. Donc là, on est je sais pas, on est pas loin de 500-600 personnes à travailler là-dessus. Ce qui est énorme. Les autres sont beaucoup moins nombreux. Alors, je parle de la France, hein, parce que si vous parlez de la Chine, c'est clair que... Et puis, donc le principal défi à moyen terme, ça sera bien l'approvisionnement en matières premières. Et moi, je pense que ça passe par la culture à grande échelle de ces végétaux, donc, que ce soit en terre, mais également en mer. Voilà, donc ça, c'est un défi qui reste à relever. Parce que je pense qu'on ne se débrouille pas trop mal pour tout ce qui est transformation. Il nous reste à faire des progrès sur la partie algues alimentaire, parce que les Japonais sont beaucoup plus imaginatifs que nous, mais enfin, on avance. Mais il y a des utilisations, comme je vais essayer de vous les montrer, des nouvelles utilisations. Mais bon, comment dire, voilà, si on va jusqu'au bout de nos envies, il nous faudra cultiver. Parce que ce n'est pas une solution d'importer, surtout en ce moment. Voilà, alors donc en fait, je voudrais terminer en remerciant deux collègues. Donc Nathalie Simon, qui est là, à droite, donc, qui m'a fourni quelques dias, et puis, voilà, en particulier les dias sur le plancton, parce qu'elle est planctonologiste. Et puis surtout Philippe Potin, parce que, bon, Philippe Potin, c'est un monsieur qui a travaillé sur 3 programmes. Un premier programme qui s'est appelé Idéalgues, bon, qui était sur la France entière, c'est-à-dire essentiellement sur la Bretagne, mais pas que la Bretagne.
Ensuite, il a travaillé sur Génial, il a dirigé Génial. Donc ça, c'est un programme à l'échelle européenne. Et enfin, maintenant, il dirige, comment dire, il est le coordinateur scientifique d'un truc qui s'appelle Safe Seaweed Coalition. Bon, c'est en anglais, pourquoi? Parce que c'est financé par une fondation, la Lloyd Register Foundation. Et puis même, ils commencent à avoir ils ont des liens très forts maintenant avec l'ONU, hein, les Nations Unies. Voilà, et donc il a reçu le prix Étoile de l'Europe. Et donc ça, c'est une photo que j'ai récupérée. Donc c'était l'année dernière. Voilà, donc écoutez, je vous remercie.